Alors, petite vidéo pour vous montrer une méthodologie qui vous permettra d'analyser le comportement d'une machine de muscu. Alors, si vous avez un petit peu regardé, vous avez pu constater que j'ai fait quand même quelques machines et que j'ai donc passé un petit peu de temps à faire de la R&D sur le sujet. Et que par conséquent, il m'est indispensable d'avoir une méthode qui permet de voir à l'avance, avant même d'avoir construit la machine, de voir le comportement qu'elle aura. Parce que contrairement à un industriel, je n'ai pas le luxe de me permettre de foirer une machine, il faut tout de suite qu'elle fonctionne. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter cette méthodologie qui n'est pas si compliquée que ça. Donc c'est parti. Alors l'idée, ça va te faire un peu comme on se fait avec les bagnoles ou les motos. On va faire ce qu'on appelle une cartographie. Donc quand on vous montre la cartographie d'une moto ou d'une bagnole, on va avoir, par rapport aux rotations minutes, on va avoir la puissance ou le torque de notre moteur. Et en fonction de la pente, de la linéarité de la courbe et de ses extrémums, on va pouvoir en déduire, ah bah voilà, ta voiture a fait 100 chevaux, elle est molle sous les 4000 tours minute, puis après, hop, t'as un coup de pied au cul, puis ça accélère beaucoup plus fort, etc., etc. Donc vous pouvez dire plein de choses sans parler de la complexité du moteur. Est-ce qu'il y a des coussinets, des machins, des trucs, des cams variables? On s'en fout. C'est le graphique qui fait, qui vous montre tout ce qu'il y a à savoir sur le moteur, qui vous montre son comportement, comment votre ressenti va être. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un test réel, sauf que contrairement à des bagnoles et des voitures, il n'y a pas de concessionnaire pour les machines de muscu, donc on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire avec. Alors l'idée ici, ça ne va pas être de faire une cartographie par rapport à des tours minutes, hein, on va juste changer les unités. Là, on va parler de distance de déplacement du bras d'utilisateur et du poids. Ce que j'appelle point d'utilisateur et point du poids, ce sont les points de contact. Donc par exemple, le point d'utilisateur, ça va être le point de contact entre l'usager et la machine. Donc en l'occurrence, ça va être mon coude sur le coussin. Et le point du poids, c'est là où il y a la masse. Sur cette belt squat, par exemple, le point d'utilisateur, le niveau de la croche mousqueton, et le point du poids, il est là, ici. L'idée, ça va être tout simplement de tracer une courbe où en abscisse, on va avoir la distance de déplacement du point d'utilisateur et en ordonnée, la distance de déplacement du point de poids. Alors là, normalement, il manque quelque chose de très important, mais déjà, on va commencer avec ça, ce sera beaucoup plus simple, et après, on rajoutera ce qui manque. Alors pour faire une cartographie d'une machine, il faut en abscisse le point d'utilisateur, donc c'est la distance que va parcourir le point d'utilisateur, et en ordonnée, on a la distance que va parcourir le point du poids. Si on prend l'exemple d'un haltère par exemple, bah, ces deux points sont confondus, du coup on a cette droite verte. Donc une droite, hop. Si on prenait par exemple une machine qui était par exemple un peu plus molle qu'un haltère, c'est-à-dire que dans le sens où la négative est moins accentuée, c'est-à-dire que le point d'utilisateur fait plus de distance que le point du poids. Donc ça veut dire que la machine démultiplie notre force quelque part. Eh bien on aurait une droite qui serait sous notre référentiel. Donc on a une machine un peu plus molle. Donc si vous faites votre graphique et que vous êtes sous cette droite-là, c'est-à-dire que votre machine a tendance à être molle, avoir une négative moins importante, ce qui n'est pas forcément intéressant pour la prise musculaire, mais peut-être plus intéressant pour préserver ses articulations ou faire de la congestion. Alors si notre droite est au-dessus de notre référentiel, c'est-à-dire la charge libre, la droite verte là, eh bien ça veut dire que notre poids va plus vite que ce que l'utilisateur fait. Donc ça veut dire que le poids va avoir plus de cinétique, plus de vitesse, va avoir une accélération plus accentuée, et ça va se ressentir sur l'utilisateur, il aura des négatives plus importantes. Alors c'est bon pour la masse musculaire, mais peut-être un peu moins pour les articulations. Alors quand on a une droite sur notre graphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur est constant, alors le déplacement du poids aussi sera constant. Il n'y aura donc pas d'accélération, et on ne sera pas surpris au cours du mouvement par un durcissement sorti de l'espace. Voilà. Donc on aura un truc constant, prévisible. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, sur certaines machines, comme par exemple des Panata, où on peut avoir des comportements de ce type-là. Ça veut dire que la machine démarre mollement, donc ce qui est intéressant dans le sens où quand on est au début du mouvement, en général, on est en position étirée, donc il ne faut pas que la machine soit violente à cet endroit-là. Donc là, on voit qu'elle préserve l'utilisateur en début de mouvement. Et après, plus le mouvement se déroule, plus ça se durcit jusqu'à rejoindre, par exemple, ici, la même négativité qu'avec une charge libre. Alors, on peut peut-être ouvrir un débat si vous voulez dans les commentaires, mais pour moi, la courbe idéale, ce serait celle-ci. C'est-à-dire que la machine
commencerait avec une négative atténuée pour éviter les blessures quand on est étiré, et ensuite elle proposerait un service plus efficace qu'une charge libre en termes de négativité, et en fin de mouvement elle diminuerait un petit peu, voilà, parce que le muscle perd un peu en force quand il est complètement contracté. Et du coup, notre machine nous offrirait à la fois une sécurité en bas de mouvement et un travail plus efficace qu'une charge libre au cours du mouvement. Je vous ai dit qu'il manquait quelque chose de très important, et maintenant on va en parler parce que sinon ce que j'ai dit auparavant n'est pas vrai. Le poids de l'utilisateur, on regarde la distance qu'il parcourt. Bon, ça, ok. Le poids va parcourir également une certaine distance, mais par exemple ici on est sur un bras de levier. Donc là mon poids il est au maximum de son potentiel. Par contre là, ça devient de plus en plus facile. De plus en plus facile. C'est le fameux phénomène de bras de levier, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en gros, là, le poids est au maximum de son potentiel. Et là, le pivot le décharge. Le pivot est en train de soulever le poids à votre place. Donc forcément, ça devient plus facile. Et il faut en prendre compte de ça. Donc c'est pas juste la distance de déplacement du poids qu'il faut prendre. C'est la distance parcourue par le poids fois le sinus de l'écart entre l'orientation du bras et la constante verticale. Donc en l'occurrence, cet angle-là. Voilà. Donc il y a juste ça à faire en plus. Et tout ce que je viens de dire avant sur les graphiques, ça devient bon. Alors voici les plans théoriques d'une machine qui est en cours de conception dans mes dossiers. Je la fais bouger et en vert, on a la cartographie de cette machine. En bleu, on a la même cartographie mais sans la composante sinus de l'angle que je viens de vous parler. Et mais en vert, on a la prise en compte de la notion de pivot de bras de levier. Donc c'est la verte qu'il faut regarder. Et voilà ce qu'on obtient si on la compare, par exemple, à la courbe d'une charge libre. Hop. Donc on voit que ma courbe verte est en dessous de la droite de référence, donc celle d'une charge libre. Donc ça veut dire que ma machine sera plus molle qu'une charge libre. Pas grand-chose, mais quand même. Donc on a un démarrage qui est plutôt safe pour les articulations, et petit à petit, la charge va accélérer et essayer de rejoindre petit à petit le comportement d'une charge libre en fin de mouvement, sans jamais réellement l'atteindre. Donc ça permet de valider ou non les plans de cette machine. Donc là, on va faire une application concrète de la méthode sur une machine dont on n'a pas accès. Donc on va récupérer une vidéo qui nous permet de faire l'étude. Et une fois qu'on a cette vidéo, on va effectuer un échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va récupérer les différentes images du mouvement de la vidéo pour pouvoir faire une décomposition du mouvement. Et pour chacune de ces images, on va placer un point pour faire un repère des positions du poids et de la main de l'utilisateur. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir renseigner un tableur Excel par exemple et pouvoir faire l'analyse. Alors pour tout ce qui est des coordonnées, moi personnellement j'ai utilisé un logiciel, j'ai pas renseigné ça à la main, j'ai d'autres choses à faire. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, eh ben, on a notre cartographie et on peut faire notre première approche de la machine. Donc là, on voit que la machine, elle est pas si simple, hein. On voit qu'il y a des cams, il y a des machins, il y a des trucs, mais c'est pas grave, nous, ça nous intéresse pas, puisque le résultat final, c'est le déplacement du poids versus le mouvement de la main. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit une machine qui a l'air d'être plutôt contraignante en début de mouvement, ce qui n'est pas spécialement une bonne chose, enfin pour moi, hein. Et ça a tendance à devenir une guimauve. Ça veut dire qu'on a une décélération du poids sur toute la course du mouvement. Et au final, bah, on a une machine qui est un peu molle en fin de mouvement. Voilà, donc sans même avoir essayé la machine, déjà, on a un premier aperçu sur son comportement. Voilà, pour réflexion.